Ça sert à rien de venir chez moi, de sonner à ma porte, de venir me déranger dans ma solitude ou dans ma best life. Oh malheur, oh malheur, oh malheur. Aïe, 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 je savais que ça allait vous piquer. Vous plaît pas ce que je vous ai dit? Oh, je vais vous répondre, je vais rétorquer, je vais expliquer le pourquoi du comment. Première question qui revient, incroyable, mais alors du coup, pourquoi tu es célibataire? Parce que je n'ai pas encore trouvé la personne qui me correspond. Et quand ça ne me correspond pas, je m'en vais. C'est simple, voilà. Parce que l'homme qui est en face de moi ne répond pas. Ça ne me remplit pas en tant que femme. Je ne suis pas épanouie dans mon rôle de femme. Deuxième question qui est revenue inlassablement. Mais alors c'est quoi un homme capable? Mais alors pourquoi as-tu besoin d'un homme si tu es déjà si parfaite? Alors, j'ai jamais dit que j'étais parfaite. J'ai dit que je correspondais quand même sur beaucoup de points à une femme, entre guillemets, idéale. Oui, c'est mon point de vue. Parce que, comme je l'ai expliqué, je fais tout pour l'être. Voilà. Je pense, j'ai 39 ans, je pense avoir une expérience de femme, des hommes. J'ai été beaucoup en couple, j'ai été longtemps en couple. Je sais quand même, j'ai su percevoir les besoins d'un homme. Donc, je sais que j'y réponds dans la plupart des cas. Je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur mes défauts, vu que ça a l'air de vous titiller là. Je n'ai pas besoin. C'est un plus, un homme dans ma vie. Un plus, une plus-value, un extra. En vrai de vrai, restez choqués, je m'en fous. Mais soit, moi j'ai décidé que j'ai des standards élevés parce que je suis une femme élevée. Ok? Donnant, donnant. Je donne à qui me donne autant. Enfin, je ne vais pas donner à quelqu'un qui me donne le tiers de ce que moi je donne. C'est clair quand même. C'est quoi l'homme capable? Mais c'est celui qui va me donner autant que je lui donne. Je ne veux plus. J'ai accepté des hommes qui me donnaient moins, qui ne remplissaient pas le rôle d'homme. Quand j'entends homme, j'entends prendre des responsabilités, avoir ce côté rassurant, sécurisant, ce côté où voilà, il prend des initiatives, c'est quelqu'un qui a des épaules, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un qui va vous apporter quelque chose en plus dans votre vie. C'est ça un homme capable. Je veux bien d'un homme, mais cet homme-là, l'homme, le bonhomme. Dernière question qui est revenue souvent, enfin c'est pas une question, c'est plutôt reste avec des chats. Alors moi je suis plutôt chien. Je n'ai pas besoin d'être plus comblée, mais je veux bien l'être. C'est toute la nuance. Peace. On est ici face à une autrice de 39 ans qui assume une arrogance décomplexée, se présentant comme la femme idéale, tout en traitant les hommes comme de simples options interchangeables. Son discours sur la plus-value et l'homme extra trahit une vision du couple totalement déshumanisée, où l'autre n'est qu'un accessoire destiné à remplir son réservoir émotionnel déjà débordant de narcissisme. Elle prétend avoir des standards élevés, parce qu'elle est une femme élevée, mais elle semble surtout incapable de supporter la moindre imperfection chez un partenaire, préférant sa solitude à la réalité d'une relation humaine équilibrée. En balayant les critiques d'un revers de main et en invitant les hommes à ne même pas sonner à sa porte, elle s'enferme dans une tour d'ivoire où son ego est le seul roi. C'est le portrait type de la femme qui, sous couvert d'épanouissement, a transformé ses exigences en une armure contre toute forme de vulnérabilité, condamnée à chercher un homme capable qui n'existera jamais assez pour satisfaire son idéal de perfection. Alors, femme de valeur qui connaît son prix, ou juste une célibataire endurcie qui cache son amertume derrière des concepts marketing. On en débat en commentaire. J'ai oublié de rajouter la dernière fois sur ma liste de red flags. Parce que j'ai pas pensé. Un mec, quand il rigole, et il rigole, mais c'est même pas normal en fait. C'est même pas censé être un red flag, parce que c'est même pas censé arriver. Je comprends même pas comment. Bref, ça m'est arrivé. Un mec qui rigole, tu le fais rigoler, parce que je suis une meuf drôle, je suis désolée. Je me lance pas des fleurs, hein, je dis juste. Il écrit hi hi hi. Et en fait, quand j'ai vu le hi hi hi, en fait, je savais pas quoi répondre, ça m'a fait paniquer. Du coup, j'ai quitté la conversation, j'ai été sur le groupe des copines, j'ai dit la vie de ma mère, il vient d'écrire hi hi hi, je sais pas quoi répondre. Parce que de base, c'est fluide, mais là, comme il rigole en comme ça, non. Du coup, j'ai envoyé un point d'interrogation, j'ai dit hi hi hi.
J'ai dit, tu rigoles comme une chipie. Et là, il m'a dit, mort de rire. Il m'a renvoyé, si. Je me suis dit, soit il fait exprès parce que, je sais pas, il trouve ça drôle. Soit il rigole vraiment comme ça. Mais en tout cas, moi, sur le coup, j'avais plus envie de parler. Et du coup, ça a tué le truc, quoi. Dead. Et j'ai dit, bon, après, vas-y, je l'ai pas bloqué parce que je suis pas une connasse. Mais après, bon, vas-y, on a coupé. Mais c'est pas intéressant. On atteint ici des sommets de superficialité, avec une autrice qui érige un simple rire par écrit en signal d'alarme national. Sous prétexte qu'elle se trouve trop drôle, elle s'octroie le droit de juger la maturité d'un homme sur 3 onomatopées, prouvant surtout sa propre incapacité à gérer une interaction qui sort de son script préétabli. Paniquer pour un i et courir en parler à ses copines, comme s'il s'agissait d'un crime contre l'humanité, relève d'une immaturité flagrante et d'un narcissisme qui ne supporte aucune fausse. Note chez l'autre. Elle prétend ne pas être une garce parce qu'elle ne bloque pas, mais elle méprise ouvertement un garçon pour un détail insignifiant, sabotant une relation potentielle par pur snobisme textuel. C'est le portrait type de la personne qui cherche la petite bête pour justifier son instabilité relationnelle, préférant rester seule sur son piédestal plutôt que d'accepter l'humain derrière l'écran. Alors, exigence de reine ou juste une incapacité chronique à communiquer avec quelqu'un qui n'est pas son miroir? On en débat en commentaire. T'as vu, ton football, il est pas bon, je vais pas t'apprendre comment jouer en fait. Il y a des meufs en 2026, elles sont encore gentilles, elles ont encore la patience de t'apprendre à jouer, de te donner des petites techniques, etc. Moi, j'ai plus le temps, en fait, voilà. Et je suis pas la seule, on n'a plus le temps de vous apprendre comment faire. Et je vous assure, avant, j'avais la patience. Avant, j'avais la patience de t'apprendre à jouer au football. Avant, t'as vu, je te trouvais des excuses. Je me disais, ah bah vas-y, peut-être il a stressé, peut-être il est un peu intimidé, peut-être que voilà. Là, il n'y a plus. Time is money, en fait. Hein? Time is money. Il n'y a plus le temps. Vous savez, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est que je sais très bien qu'un homme, quand vraiment il veut une femme, il sait jouer au football. Dans ce contexte-là, un homme, quand il veut une femme, il sait jouer au football. Donc si il joue pas au football avec moi, ou du moins il joue, mais pas à son top niveau, c'est qu'il me veut pas. Ah, c'est qu'il me veut pas. C'est tout. 2026, j'arrête de trouver des excuses aux gens, j'ai trop mis mes poumons dans ça. De la même façon que nous, les femmes, on sait très vite si on peut tomber amoureuse de quelqu'un ou pas, un homme, il sait très vite si il veut ou pas s'investir avec toi jusqu'au bout. On est ici face à une autrice qui utilise une métaphore sportive ridicule pour masquer une arrogance et une impatience toxique. En comparant les relations à un match de foot, où l'homme doit être performant dès la première seconde sous peine d'être éliminé, elle traite les partenaires comme des produits de consommation jetables. Son discours sur « le temps c'est de l'argent » trahit une vision purement transactionnelle de l'amour, où l'empathie et la compréhension n'ont plus leur place. Elle prétend que si un homme n'est pas parfait, c'est qu'il ne la veut pas, refusant d'admettre que l'intimité est un apprentissage mutuel et non un examen de passage. C'est le portrait type de la femme blasée qui, à force de vouloir tout contrôler et de ne plus rien tolérer, finit par saboter ses propres chances de bonheur. Elle se croit lucide, mais elle est juste devenue incapable de créer un lien réel, préférant juger depuis son piédestal plutôt que de s'investir dans la complexité humaine. Alors, exigence de reine ou juste une femme devenue trop aigrie pour aimer? On en débat en commentaire. Moi, je veux un homme qui gagne minimum 5 000 € par mois et auquel je ne paye rien du tout. C'est lui qui paye tout, il n'y a pas de 50-50. Je vois des TikTok comme ça partout dans mes pour toi et les filles, je pense que votre cerveau, il a été conçu à l'envers. Et si vous voulez tout ça et que vous avez eu la chance de trouver un mec qui vous offre ça, vous plaignez pas si vous trompez derrière, parce que c'est tout à fait normal. Moi, je suis désolée pour vous, je vais être super violente dans mes mots. J'appelle pas ça de l'amour, j'appelle ça de la prostitution. Parce que ta seule attente, c'est qu'il fasse tout pour toi et qu'il te paye tout, donc je vois pas d'autres mots. Et toi, garçon, homme que tu es, tu vas te faire berner, alors que si demain tu tombes et que tu n'as plus d'argent, cette femme va te quitter. Elle n'est absolument pas amoureuse de toi, sache-le. On assiste ici à un recadrage d'une violence nécessaire contre cette nouvelle génération de femmes qui confondent homme idéal et distributeur automatique. L'autrice dénonce avec mépris ces profils qui exigent 5 000 € par mois et le refus total du partage des frais, qualifiant cette mentalité de forme de prostitution qui ne dit pas son nom. Elle rappelle une vérité brutale. Si vous vendez votre présence contre un train de vie, ne venez pas pleurer si l'homme vous traite comme un produit jetable ou s'il va voir ailleurs car vous avez
vous-même supprimez l'amour de l'équation. Pour elle, ces femmes sont les premières responsables de la dégradation des relations, car elles ne cherchent pas un partenaire, mais un sponsor. Le message est clair. Le jour où le compte en banque de cet homme sera vide, ces femmes disparaîtront aussi vite qu'elles sont venues, prouvant que leur loyauté s'arrête là où commence la pauvreté. C'est un rappel cinglant que la dignité ne s'achète pas et que l'indépendance commence par être capable de payer son propre café. Alors, exigence de femme de valeur ou simple parasitisme financier? On en débat en commentaire. J'ai jamais vu un mec refuser les avances d'une femme. Faux. C'est vrai, ça existe. Sauf qu'en général, les femmes n'acceptent pas les refus. Le jour où j'ai refusé les avances d'une meuf au lycée, elle m'a fait une répute. La tête de... Faut savoir que quand je suis arrivé en France, ma mère, elle habitait dans une ville vraiment pourrie, ça à la frontière de l'Allemagne. Donc là-bas, au lycée, il n'y avait pas beaucoup de Renois. Faut savoir qu'on était... Vas-y, il y avait combien d'élèves dans le lycée? Il y avait, on va dire, 400 à peu près. On était 5 Renois. 5 Renois, les gars, dans tout le lycée. Ça veut dire que les autres Renois, déjà, il y avait 2 Renois qui se considéraient pas comme noirs. Déjà, ils étaient dans le déni. Bon, ça, je peux comprendre parce que, vas-y, quand tu es adopté ou quand tu es né où il y a que des blancs, c'est chaud un peu. Faut savoir que la meuf, elle avait la réputation d'être belle, elle peut avoir tous les mecs qu'elle veut. Et à l'époque là, les noirs n'étaient pas à la mode, c'était pas blanc. C'est chaud pour toi. Moi, ça faisait 1 an j'étais là. Ça veut dire que moi, j'étais pas trop sur les réseaux, Snap, tout ça. J'étais que sur Facebook parce que je parlais avec mes gars du bled, c'est tout. Je sais pas comment elle a fait, la meuf, elle a trouvé mon prénom, mon nom de famille, elle m'a ajouté sur Facebook. J'ai accepté en retour parce que moi, j'ai accepté tout le monde sur Facebook, je confirmais seulement. Du coup, elle m'envoie un message. Je dis, oh, ça c'est une blanche, ça, qui vient me parler. Moi, j'ai pas l'habitude que les blancs, ils viennent me parler, tout ça, à part dans la vraie vie, tu vois. Du coup, je réponds pas, je vais à l'école, je traînais avec un gars, là, il s'appelait Louis. Et du coup, je montre à Louis, tu connais la fille, là, vite fait. Moi, je connais pas, elle m'a envoyé un message, du coup, je sais pas si je réponds ou pas. Il me dit, mais wesh, comment t'as fait et tout, la meuf est d'Anani, réponds-lui, tatati, tatata. Je dis, oh. Ce témoignage démontre le cliché selon lequel un homme ne refuserait jamais les avances d'une femme, tout en soulignant une réalité amère. L'ego blessé de certaines femmes face au rejet. L'auteur raconte comment, dans un lycée où il était l'un des rares élèves noirs, il a ignoré les messages d'une fille considérée comme intouchable et très belle. La réaction ne s'est pas fait attendre. Incapable d'encaisser ce refus inédit, elle a tenté de détruire sa réputation. Ce récit met en lumière une forme de harcèlement social souvent ignoré, où le refus masculin est perçu comme une anomalie, voire une insulte personnelle. Il dénonce également l'hypocrisie de ceux qui pensent que les hommes sont des êtres purement instinctifs, sans critères de choix. En refusant de répondre par simple désintérêt ou manque d'habitude, l'auteur a brisé un piédestal imaginaire, prouvant que le respect du consentement et du choix personnel doit s'appliquer à tous, sans exception. Alors, est-ce de l'arrogance masculine, ou simplement le droit de dire non, sans subir de représailles sociales? On en débat en commentaire. Rentrée et j'étais sur TikTok en train de scroller et là je suis tombée sur un truc et je suis obligée de vous raconter parce qu'il m'est arrivé la même chose, story time. Comme quoi des fois les choses dans la vie n'arrivent pas qu'aux méchants mais aussi aux gentils et je suis sûre qu'il y en a plein, dans ce cas mais qui osent pas en parler. Donc let me talk about it, je suis là pour ça mes stars. Et un jour je parlais avec un mec, bien sûr c'est une story time de mec, donc j'étais en flirt avec un mec. Ça se passait bien, il me disait qu'il avait parlé de moi à ses parents. Il faut savoir que c'était pendant mon année en Angleterre, parce que j'ai habité en Angleterre pendant 1 an. Donc c'était pendant mon année en Angleterre, et je faisais des allers-retours en Belgique. Et quand j'étais en Belgique, j'avais rencontré cette personne, et voilà, ça se passait bien, on avait fait plein de dates, on était partis dans des villes en Belgique et tout, enfin on avait fait plein de trucs, plein d'activités, c'était vraiment bien. Il me faisait vraiment sortir, donc c'était cool, mais j'étais jeune. Hein. Franchement, cette story time, elle date d'il y a 6 ans peut-être, 5-6 ans, j'étais très jeune, j'ai 22 ans. Et ça c'était une de mes premières relations à distance. On n'était pas en couple, c'était une relation flirt. Il n'y avait pas de terme, c'était juste du flirt. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'à chaque fois que, quand j'étais à Londres, il était très distant, il ne me parlait pas trop, on me parlait beaucoup par SMS, alors qu'à l'époque, il y avait Snapchat, il y avait Instagram et tout, enfin c'est toujours d'actu, mais je veux dire qu'à l'époque, tout le monde parlait sur Snap, tu vois. Mais il me parlait beaucoup par message, WhatsApp, message normal, donc c'est un truc qui me titillait quand même, mais je suis en mode peut-être que lui il est comme ça, donc je vais respecter la façon dont il préfère communiquer. Mais au fond, quand il y a quelque chose de bizarre qui se passe, c'est toujours, faut toujours écouter son instinct. Et mon instinct, il a jamais tort. À cette époque, j'avais ma meilleure amie qui est toujours ma meilleure amie actuelle, et je lui en avais parlé. Il avait parlé de lui, etc. Je lui avais montré sa tête. Elle n'avait pas trop prêté attention à sa tête, etc. Je me souviens que même ses potes à lui, ils étaient en mode ouais,
la femme de, la future de. Je rentre en Angleterre et tout. Je fais ma vie là-bas parce que je travaille, donc je fais ma vie là-bas, je calcule pas trop et tout. Bon, les messages sont bizarres, etc. Bon. Mais en fait, je prête pas trop attention parce que j'étais pas en couple. Donc en soi, je faisais quand même ma vie. Même si je l'estimais énormément, je faisais ma vie. Mais là arrive la faille. Un jour, ma copine, elle m'envoie un message, elle me dit écoute. Donc ma meilleure amie m'envoie un message, elle me dit. Je sais plus si elle m'avait envoyé un message, si elle m'avait appelé, mais elle m'avait dit écoute, j'ai quelque chose à te dire et. C'est pas des choses très positives. Je t'en de... Et quand elle m'a dit ça, je savais. En fait, vous savez que quand vos copines elles vous disent. Ou même quand vos mecs ils vont prendre entre quatre yeux et ils vous disent ouais, je dois te parler d'un truc, c'est jamais positif. C'est jamais positif. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, ça n'a jamais été positif, donc c'est jamais positif. En gros, elle a une amie qui était dans son amphi, ou qui était dans sa classe, un truc comme ça. Donc, ma meilleure amie, sa copine. Donc dans sa classe, et cette copine avait une cousine que ma meilleure amie connaissait aussi. Du coup, la copine de ma meilleure amie parlait énormément de sa cousine. Oh, ma cousine, le mec de ma cousine, il a demandé en mariage, ils vont se marier, ils ont présenté à la famille, il est venu demander la main à la famille, bla. Donc, ma meilleure amie, elle savait tout ça, mais vas-y, c'est les histoires de ses amis, donc elle prête pas trop attention. Sauf que vous voyez la chose arriver. Donc elle m'envoie un message, elle me dit écoute, je vais t'annoncer un truc. L'autre jour, j'étais à l'amphi ou en cours avec ma copine. Et elle me parlait des préparatifs du mariage à sa cousine et tout. Et au moment où en fait elle me montre le visage du mari en question, bah en fait elle a bloqué sur la photo. Parce qu'en fait c'est le même mec à qui je parlais. C'est le même mec à qui je parlais pendant... ça faisait peut-être 4 mois qu'on se parlait. Allez, 3-4 mois qu'on se parlait, j'ai pas envie d'exagérer. Je sais plus si elle m'avait demandé de lui remontrer une photo ou si elle avait demandé à sa copine de remontrer bien la photo pour être sûre que c'est la même personne. Mais 1 + 1 font 2, c'était la même personne. Et donc moi, comment je réagis à ce moment-là? Voilà, tout simplement, je lui ai envoyé un message à lui pour pour qu'il m'explique un peu les choses, sachant qu'il avait dit qu'il allait parler de moi à ses darons, qu'il allait me présenter, qu'il allait venir dormir là-bas et qu'il allait venir en Angleterre, et bref, qu'il avait hâte de officialiser, enfin bref. Alors que le gars, il allait se marier. C'est un truc qui m'avait beaucoup marqué parce que j'étais très jeune à l'époque. Et c'est la première fois qu'on m'avait fait un gros truc comme ça, en mode... On m'avait déjà menti, trompé, etc. Mais on m'avait jamais fait le coup de... Je parle avec un mec qui est sur le point de se marier. Ça, c'était à l'époque des Wattpad et c'était vraiment une histoire Wattpad. Et en fait, je savais pas quoi dire. Je savais pas où me mettre parce que pour moi, j'étais pas légitime de m'énerver parce que c'était pas mon mec. Mais en même temps, je peux m'énerver quand même parce que tu parles avec moi, tu m'emmènes en dé, tu fais ci, tu fais ça avec moi, tu me dis ça, tu me promets ça. Donc moi, jeune, quand je commence à rentrer dans les relations, je me dis ok, c'est des belles paroles, tu sais, quand t'es jeune, tu crois beaucoup à tout ça. Mais en fait, le mec, il allait se marier. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où est la relation. J'ai recroisé cette personne plusieurs fois en soirée, etc. Il n'a pas changé. Voilà, le karma, j'ai envie de te dire. Mais du coup, je ne sais pas, je ne connais pas la suite. Donc, dès que j'ai eu ma discussion avec lui pour savoir, il est directement venu s'excuser. Oui, mais je voulais te le dire, mais j'étais pas sûre de tchic-tchac-tchac. J'en avais rien à faire. Honnêtement, j'en avais rien à faire. J'ai juste arrêté de répondre. Je me souviens plus si j'avais bloqué, si j'avais supprimé. En tout cas, j'ai arrêté de répondre. Fais ta vie. Débrouille-toi parce que la famille de la meuf, c'était pas des lol. En tout cas, faites attention à vous les filles. Faites attention avec les hommes avec qui vous parlez. L'instinct, écoutez votre instinct, vraiment, écoutez votre instinct. Je sais que c'est pas bien de fouiller, de poser trop de questions et tout. C'est la génération dans laquelle on est, on essaie de faire attention, de pas poser trop de questions parce que si on pose trop de questions, ça veut dire qu'on aime trop. Si on pose pas assez de questions, ça veut dire qu'on s'intéresse pas. Si on agit comme ça veut dire que, si vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un, posez les bonnes questions. Et n'ayez pas honte, parce que sinon vous n'allez jamais avancer. Et dès que votre instinct vous dit quelque chose, ou dès que vous avez un doute sur quelque chose, posez les questions. Moi en tout cas, j'ai beaucoup évolué là-dedans. J'ai beaucoup évolué dans la façon de communiquer quand je parle avec quelqu'un, en amitié ou en relation amoureuse. Si vous parlez pas, les choses vont se faire dans votre dos et ça va être pire. Donc vaut mieux agir directement qu'agir trop tard. Sur ce, si j'ai d'autres story time, je vous en ferai part. Et pour l'instant, moi je vais aller dormir. Bisous mes stars. Ce témoignage relate une expérience personnelle de désillusion amoureuse vécue par l'autrice lors d'un séjour à l'étranger. Elle y décrit comment, après plusieurs mois d'échanges et de projets avec un homme, elle a découvert, par l'intermédiaire d'une amie commune,
que celui-ci était sur le point de se marier avec une autre personne. Le récit met en avant l'importance de l'instinct et de l'observation des signaux faibles, comme les changements dans les habitudes de communication, qui peuvent parfois traduire une situation cachée. L'autrice conclut sur une note préventive, encourageant la transparence et le courage de poser des questions directes dès l'apparition d'un doute. Cette anecdote sert de base à une réflexion plus large sur l'évolution de sa propre manière de communiquer, privilégiant désormais la clarté pour éviter les malentendus et les situations complexes. C'est une invitation à la vigilance et à l'affirmation de soi dans les relations interpersonnelles pour construire sur des bases plus solides.